Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David jusqu'à 20h comme tous les lundis, les vraies voix citoyennes avec nos amis du G500, avec nous Aurélie Gros, bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous, avec Stéphane Pellet aussi, merci d'être avec Bonsoir à vous, je sais plus combien ce soir. À vous, là on est nombreux. il y a du monde là, il y a du monde parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va parler le stade Vélodrome de Marseille, un soir de match. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On va parler d'une ouverture officielle du trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne avec les vraies voix citoyennes et le G500, le sommet citoyen. Et nous organisons un grand concours pour apporter un éclairage sur des associations citoyennes qui se démarquent par leur engagement et leur créativité et leur impact positif avec une première association. Avec une première association sélectionnée pour le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne, c'est l'équipage solidaire. Et depuis 2022, l'équipage solidaire lutte contre la précarité chez les étudiants grâce à Delivered, une plateforme lancée en ligne. Yovan Pijnek, cofondateur de l'équipage solidaire, sera avec nous. Et puis on va revenir aussi sur des grands thèmes de ce G500 le 8 et le 9 juin. Démocratie versus autocratie 2023. La moitié des démocraties du monde sont en déclin, une situation multifactorielle. On va en parler avec Mona Jafarian, qui est iranienne, fondatrice du collectif Femmes Azadi. République, école et numérique, le parcours de l'élève citoyen. Faut-il reconsidérer le parcours éducatif des jeunes, revoir les méthodes d'apprentissage et intégrer les questions du numérique dans la formation, l'insertion professionnelle, mais aussi l'engagement citoyen? Alexandre Pastor, le fondateur de l'association Melting Pot, sera avec nous. Et puis on reviendra sur la démocratie, la justice et la représentativité. Peut-on réformer sans les citoyens? Ce sera aussi l'un des grands sujets. On en parlera avec Dorian Dreuil de Démocratie ouverte qui sera avec nous. Et enfin, s'engager pour un nouveau système de santé, donc de société. Sous-effectif, manque de moyens, crise de l'hôpital, des mots au cœur de l'actualité. On fera le point avec Thomas Brosset du collectif Santé en danger. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver sur cette ouverture officielle du trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. Plusieurs associations citoyennes se démarquent par leur engagement ou leur créativité ou leur impact positif sur la communauté. On va les sélectionner et ils recevront ce magnifique trophée du Sud Radio de l'initiative citoyenne. Et pour en parler, bien entendu, Aurélie Gros, Stéphane Pellet sont avec nous, mais Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Patrick Roger, bonsoir, merci. Bonsoir Patrick. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir évidemment Stéphane et puis Aurélie et tous les auditeurs. À un moment donné, lorsqu'on fait une émission comme la citoyenneté, tous les lundis avec le G500, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, il faut s'engager et il faut trouver des solutions et mettre en lumière des initiatives. Oui, parce que dans notre société aujourd'hui, on manque un peu de repères, d'idées, on a du mal à avancer et la solution ne vient pas que des politiques, quoi. Et on le voit à travers l'ensemble des mouvements qui agitent notre société. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a voulu s'engager autour de l'équipe de Stéphane et Aurélie avec le forum G500 citoyen, vraiment citoyen, vraiment des idées, vraiment des initiatives. Le terrain. Le terrain. Et on voit d'ailleurs que sur le terrain, beaucoup le disent en fait aujourd'hui, que les solutions ne viendront probablement pas du haut, mais du bas, du terrain, de toutes ces initiatives. Parce que bien souvent, les rouages de l'administration, tout est lourd, tout est compliqué à faire avancer. Alors que sur le terrain, il y a des gens qui ont des idées, ils veulent les mettre en pratique. Oui, ils les mettent en pratique depuis déjà des années et il y en a de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle Sud Radio a voulu soutenir depuis maintenant 2 ans. Nous sommes partenaires et nous serons donc à Marseille les 8, 9 et 10 juin.
Et nous allons remettre un trophée. Le lauréat ou la lauréate aura bien de la chance puisque c'est Cécile le minibus qui est la marraine. Et on lance le concours top départ aujourd'hui, évidemment, des initiatives citoyennes. Alors comment elles sont sélectionnées? C'est vrai qu'on en a reçu énormément grâce à vous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, ces associations, et c'est pas fini, bien entendu. Comment elles sont sélectionnées sur le terrain, puisque l'émission ne s'arrête pas. Ça prouve qu'il y a de belles initiatives sur nos territoires. Comment elles sont sélectionnées? En fait, nous avions reçu un certain nombre d'associations ensemble. Il y a un certain nombre d'associations qui ont porté leur candidature, et donc un petit comité les a sélectionnées. Et maintenant, c'est le peuple qui va en décider, les auditeurs de Sud Radio. Stéphane Pellet, une fois que, alors il y aura, on a combien d'associations qui vont être sélectionnées en tout? Les candidates sont au nombre de 4 parce que c'était difficile pour les 4 parmi les dizaines, les dizaines qui ont été sélectionnées. Il faut savoir que le G500 c'est plus 500. Vous arrêtiez pas de l'annoncer depuis cette année. Nous sommes à près d'un millier en fait d'associations. On a calculé le nombre de sympathisants, c'est 1,3 million. C'est énorme. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et aujourd'hui, le fait de remporter ce trophée Sud Radio, forcément, c'est une mise en lumière de ces associations qui en ont besoin. Une mise en lumière, une mise en contact avec tous nos partenaires, bien entendu. On va au maximum faciliter la vie à celui ou celle qui va remporter ce trophée. Mais je dirais que les 3 autres qui auront un accessible d'une certaine manière, on les suivra aussi, évidemment. Aurélie Gros, ça a dû être compliqué de faire cette sélection. Ah mais c'est très compliqué parce que chaque association voter à l'Eurovision, c'est plus facile. Non, mais devrait avoir un trophée. Donc c'est pas forcément évident de faire des sélections, mais je crois qu'il y a certaines initiatives qui sont tellement magiques et qui sortent du commun, avec notamment, par exemple, celle qu'on va recevoir dans un instant, des jeunes engagés. Je crois que c'est important. D'ores et déjà, vous pouvez aller voir évidemment sur notre site internet, puisqu'il y a une page internet magnifique qui a été réalisée par Aurore Cachia pour que les auditeurs puissent, pour que les auditeurs puissent voter, puissent donner leur opinion, parce que ce sont les auditeurs qui font beaucoup la radio, qui interviennent évidemment sur Sud Radio. Nous sommes une radio citoyenne, et c'est eux qui vont aussi nommer le vainqueur ou la vainqueur. Et radio des territoires aussi, Patrick Roger, de terrain, c'est-à-dire que nous on est tout le temps sur le terrain, et c'est vrai que ça nous permet aussi d'être au cœur de l'action. Parce qu'on voit les choses différemment. Ce n'est pas du tout le même prisme. Quand on est, je dirais, à Paris ou dans les villes, bien souvent, on ne voit pas ce qui se fait précisément sur le terrain et les besoins, quels sont les besoins et ce qui est en train de se créer, l'évolution aussi de la société. Et ça se passe évidemment localement, un peu partout, avec toutes ces initiatives qui ont bien souvent besoin de coups de main, d'aide pour émerger, pour valoriser tout ce qu'elles ont mis en place. Et cette première association, je crois que sa toute première radio, c'était chez nous, si je ne m'abuse, c'est l'équipage solidaire, l'équipage solitaire qui lutte contre la précarité chez les étudiants grâce à une plateforme. Et Johan Pejnet est avec nous, cofondateur de l'équipage solitaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors merci beaucoup. Cette jeunesse qui tout à coup s'est regroupée pour se dire il faut qu'on prenne les choses à bras le corps, et le sujet d'une jeunesse peut un peu en déperdition. Tout à fait. Et bonsoir à tous déjà. Merci de me recevoir. Ravi d'être là. Et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment sur le terrain. Nous, en l'occurrence, quand l'association elle est née, c'est typiquement en fait une problématique qu'on a eue. On a été confrontés, on a été aux premières loges des conséquences économiques et sociales de la crise. Et donc derrière, c'est le fait de se demander comment on fait finalement pour agir directement. Parce qu'effectivement, on est souvent tributaire de vous le disiez, les rouages de l'administration qui sont longs. Et donc quand on est vraiment dans le besoin et qu'il y a une nécessité, c'est long parfois d'attendre des aides du Crous, de faire des courriers ou autres, et c'est comme ça qu'est née la plateforme Delivered. Et justement, vous étiez venu il y a quelques mois, vous deviez vous implanter dans une 8aine de villes à peu près. Est-ce que ça vous a donné, vous me passerez l'expression, c'est pas très français, un coup de booster? Tout à fait. Alors on s'est rendu compte que vraiment les passages en radio, les médias en général, ça a été un véritable catalyseur, parce que pour nous ça nous permet d'avoir une exposition, une visibilité auprès d'un public qu'on touche pas forcément initialement, notamment là, les auditeurs qui nous écoutent tout de suite, et derrière c'est des opportunités qui s'ouvrent sur par exemple une personne qui connaît
prenez une personne qui tient un commerce, qui a des invendus. Stéphane Peller, Aurélie Gros, qui font un travail formidable hors studio et qui derrière appellent les bonnes personnes. Qui ne tiennent pas de commerce. Je précise. Mais qui tiennent bien la boutique. Très concrètement, pour rappeler aux auditeurs, qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Alors, la plateforme Delivered, en fait, c'est une plateforme, une application qui permet de venir en aide aux étudiants en situation de précarité par le biais de livraison de kits alimentaires et de produits d'hygiène. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des invendus auprès de commerçants partenaires, de grands groupes, etc., qu'on va ensuite centraliser dans nos entrepôts en France avant d'en faire des kits et de les livrer aux personnes, enfin, en l'occurrence aux étudiants qui sont inscrits sur l'application. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur cette précarité? Et forcément, aujourd'hui, j'imagine avec un peu de recul, de demandes qui doivent exploser. Bien sûr. Alors, nous déjà, sur le rapport activité qu'on a fait tout fraîchement là sur 2022, on a un portrait robot, on va dire, de la précarité étudiante. Et on voit déjà que, en l'occurrence, sur les aides que nous on donne, c'est 69% de femmes. Donc, elles sont beaucoup plus touchées par les difficultés financières, on va dire, que les hommes. Après, on va avoir beaucoup d'étudiants boursiers, 86%. Après, c'est peut-être un peu biaisé en l'occurrence parce que nous, on demande les attestations de bourse et les personnes qui sont boursières sont livrées en priorité. Et on va avoir aussi des personnes qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas se déplacer dans les distributions alimentaires classiques. Et vous fonctionnez avec des bénévoles? Tout à fait, 100% de bénévoles. Voilà, combien de bénévoles en France aujourd'hui? Un peu plus de 1500 à travers la France. Alors, on va dire les noms de chacun. Alors, les noms de chacun. On y va. On se retrouve à minuit. 1500 dans combien de villes? On est dans 14 villes. Dans 14 villes maintenant. Et on était à 8 au départ. C'est ça qui est dingue. Juste une petite question par rapport à ces étudiants. C'est toujours très difficile pour eux d'aller dans une banque alimentaire et d'aller. On les a vus, ces fils sur les trottoirs aujourd'hui. La plateforme, c'est aussi une occasion pour eux que ce soit transparent. Oui, voilà, c'est ça, anonyme. En fait, il y a bien sûr cet aspect mortifiant, en fait, de se déplacer directement dans une distribution alimentaire classique, faire la queue, etc. Et finalement afficher le fait qu'on ait besoin de l'aide, parce que c'est des étudiants qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir demander de l'aide, alors que initialement, il y avait un emploi ou autre. Et donc, effectivement, nous, on a ce principe d'anonymat qui permet aux livreurs de livrer des personnes et derrière qu'il n'y ait pas de problématique. Petit avis personnel et petite philosophie personnelle. Une de vos valeurs, c'est le collectif, c'est-à-dire l'idée que vous allez réussir ça donc avec des bénévoles, mais aussi et surtout lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce que finalement, la solution, c'est quand même que la richesse, on l'a, et en fait, on ne la partage pas bien. Tout à fait. C'est vraiment les trois principaux axes. C'est la lutte contre la précarité étudiante, la lutte contre le gaspillage alimentaire et réinventer l'engagement citoyen en donnant à tous la possibilité de... Les invendus, alors c'est quoi? C'est quel type d'invendus? Ce sont des dates dépassées, bien souvent, là, ou c'est pour les étudiants, Patrick. Non, mais parce que non, mais je dis ça très sérieusement parce qu'on sait qu'il y a des dates qui sont indiquées bien souvent et que les produits sont tout à fait encore valables. Moi, je mange des yaourts un mois dépassé, ça me dérange pas. Non, mais je me disais aussi pourquoi. Elle est jamais malade. C'est ça, c'est la distinction entre DLUO et DLC. Et nous, en l'occurrence, les produits qu'on récupère, il y a les deux. Il y a ceux qui ont la date d'utilisation optimale qui est dépassée et ceux qui ont la date de limite de consommation. Et en l'occurrence, cela, ça dépend vraiment du type de produit. Quand c'est laitier, etc., c'est pas possible. Mais par exemple, un croissant, quand on le donne un jour après, il est certes pas dans l'état optimal dans lequel il pourrait être livré, mais il est tout à fait consommable. Donc, est-ce que les villes, est-ce que les institutions, est-ce que vous vous sentez soutenu forcément est-ce que ça déclenche quelque chose à un moment donné de se dire, en fait, vous faites ce que les autres ne font pas? Alors, d'un point de vue purement étatique, pas vraiment. Nous, toutes les aides qu'on a aujourd'hui, tous les grands groupes qui couvrent nos frais de fonctionnement, ça va être des groupes privés. On a eu très peu d'aides, c'est ça, beaucoup d'entreprises. Pas de subventions. Et on a eu très peu de subventions. Très peu de subventions. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des demandes. On a eu quelques aides de la mairie de Paris. Mais après, au niveau vraiment, on a été invité sur certaines tables rondes, etc. Mais on n'a pas eu d'aide. Même les villes, aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans 14 villes, il n'y a pas une émulation du côté de la mairie, des mairies? On a quelques mairies qui nous soutiennent, mais on va dire que, par exemple, nous, sur Montreuil, c'est là où il y a le siège social, on a fait une demande pour avoir des locaux à titre gratuit. Aujourd'hui, on paye les locaux, alors peut-être pas au plein tarif, mais on paye quand même. Dans les 14 villes, vous payez? Dans toutes les villes, on paye les locaux. Ah non, c'est dingue, c'est dingue. Il n'y a pas une... Alors si, il y a Cachan, où on a eu des locaux à titre gratuit. La mairie de Cachan nous a mis à disposition, en l'occurrence. Mais venez vous installer à Sud Radio. Vous nous ouvrez les portes, moi il ne faut pas me le dire deux fois. Patrick Roger, le directeur général, il ne peut pas dire non, il est là, il est en direct avec nous. Merci en tout cas, merci beaucoup Yoann Pigenet d'avoir été avec nous, cofondateur de l'équipage solidaire. C'est l'une des premières associations pour laquelle
laquelle vous pouvez bien entendu voter sur notre allez sur plateforme. le site, hein. Absolument, ouais. sur notre site Sud Radio et bien entendu, et vous votez. Attendez peut-être voilà les 4 Ou peut-être associations. pas, non, ou peut-être pas. Si vous voulez dès maintenant, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer. Et vous restez avec nous parce que dans un instant, vous savez, il y a ce sommet citoyen. C'est le G500 citoyen. Ce sera à Marseille les 8 et 9 juin, bien entendu, et 10 aussi, où vous aurez la possibilité de discuter de ce différents sujets. On va en parler justement. On va décliner ces sujets dans quelques instants avec nos amis et Philippe David jusqu'à 20h. Merci, restez avec nous et merci de votre fidélité à Sud Radio. Et c'est une soirée un peu exceptionnelle aujourd'hui. On parle du G500 citoyen qui aura lieu le 8, 9 et 10 juin à Marseille. S'engager dans un monde en danger avec bien entendu nos spécialistes et c'est eux qui ont orchestré tout ça. Aurélie Gros est avec nous, Stéphane Pellet est avec nous et on va parler des sujets qui seront déployés, en tout cas qui seront traités dans le cadre de ce sommet citoyen. Oui, on va en parler avec 2 pays qui font la une de l'actualité. L'Iran notamment, nous sommes avec Mona Jafarian du collectif Femmes Azadi. Bonsoir. Bonsoir. Et l'Ukraine dont on parle depuis l'invasion en février de l'an dernier. Nous sommes avec Katerina Kalyatiatska, membre du comité solidaire Ukraine à la Fondation de France. Bonsoir. Et il le dit avec l'accent, il est magnifique. Et on va bravo. revenir sur la démocratie, Stéphane Pellet, et l'autocratie, parce que c'est un des sujets importants dans ces démocraties qui sont, comme on dit, peut-être en déclin. Et oui, parce qu'on le répétera jamais assez, mais la démocratie perd du terrain à travers le monde. C'est bien triste en ce moment, en tous les cas. C'est le constat qui est fait par de nombreux instituts, organisations intergouvernementales. Plusieurs pays s'éloignent du système démocratique et penchent vers ce qu'on appelle l'autoritarisme. Alors avec des degrés différents, bien sûr, mais ce sombre constat ne vaut pas que pour les États jeunes et fragiles. On voit que même dans des États, des grandes démocraties, on va parler par exemple des États-Unis d'Amérique, tout n'est pas parfait, loin de là. Et c'est pour ça qu'on a invité ce soir, donc en effet, 2 personnes qui vont parler au nom d'une série d'autres qui seront présentes à Marseille le 8 juillet, puisque en effet seront... Alors, 8 juin. Juin, pardon, excusez-moi. Je suis allé trop vite. Il y a un mois d'avance là. Non, un mois de retard. Oui, Le un mois 8 de retard, juillet, pardon, oui, là. c'est vrai. Et donc le 8 juin, on ouvrira le sommet citoyen par un hommage aux combattants de la démocratie, parce qu'il faut bien le dire, en France on se rend pas compte à quel point certains luttent, souffrent, donnent leur vie pour ça. Et Mona Jafarian, forcément on se tourne peut-être vers vous tout d'abord, parce que en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire la situation de l'Iran en ce moment, et en particulier la situation des femmes, et c'est pour cela que vous viendrez le 8 juin à Marseille pour l'ouverture du sommet citoyen, pour témoigner parmi un certain nombre d'autres invités internationaux. Eh bien, écoutez, la situation en Iran, elle est très tendue, puisque on assiste aujourd'hui plus à des manifestations massives dans les rues, comme on a pu le voir il y a quelques mois, puisque la répression a été tellement féroce, tellement violente, on a eu beaucoup de morts. Le viol a été utilisé massivement comme arme de guerre contre les femmes, mais aussi contre des enfants, contre des jeunes hommes. Du coup, on assiste à un mouvement massif de désobéissance civile. La plupart des femmes sortent sans le voile obligatoire. Les hommes, en solidarité, portent le short, parce qu'il faut savoir qu'en Iran, même porter un short est interdit. Parfois même, ils se voilent pour moquer ces principes moyenâgeux qui sont appliqués aujourd'hui par le régime des mollahs. C'est extrêmement courageux. Oui. Très. Ouais. En fait, on se rend pas forcément compte, mais moi je dis que cette révolution, elle est magnifique parce qu'elle passe par des aspects très poétiques. On voit des jeunes femmes danser dans la rue. Alors pour nous, ça peut paraître totalement banal de danser dans la rue. Mais je vous assure que non. Je vous assure que non. Ouais. Pour nous, c'est incroyablement fort. C'est très. On a puissant. toujours tendance à se dire, les gens, par exemple, on a un couple d'influenceurs comme on aurait par exemple ici, qui s'est contenté de danser ensemble et qui a été condamné à 15 ans de prison. 15 ans de prison pour une danse. Les gens chantent dans la rue. Encore hier, il y avait 2 jeunes hommes qui chantaient dans la rue. La police est venue, a mis le gyrophare pour leur mettre une pression et leur dire cessez. Et les gens se sont mobilisés autour en criant solidairement tous ensemble, chanter, continuer. Et en fait, on se rend compte que le gouvernement est totalement débordé. Et les actes de désobéissance civile économique sont également massivement présents, puisqu'on a des grèves, sachant qu'il n'y a pas de droit de grève en Iran. Donc quand vous faites la grève, vous êtes condamné à aller en prison, vous n'avez pas d'indemnité. Ça veut dire que le régime peut vaciller ? Alors le régime peut vaciller, mais moi j'ai tendance à dire que nos dirigeants du monde libre sont trop complaisants
vis-à-vis des autocrates et malheureusement on assiste à une véritable alliance entre les différentes autocraties, puisqu'on voit bien aujourd'hui que l'Iran avec la Russie, avec la Syrie, avec le Venezuela, et moi je dis toujours que si on soutient l'Ukraine, justement peut-être. On va y aller en Ukraine, on met le cap au nord par rapport à l'Iran, c'est pas très loin l'Iran et l'Ukraine. Katerina Kolekiecka, vous êtes ukrainienne. Dans quel état est le pays après maintenant 14 mois, presque 15 de guerre? Je peux dire que... Bien dans le micro. Oui, je peux dire que la situation est difficile actuellement parce que les guerres, c'est la pire des facettes de notre société. Et moi, personnellement, je me pose encore aujourd'hui la question, comment ça se fait qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui avec des guerres, tandis qu'on peut vivre autrement, avec d'autres formats de société. On peut vivre dans une société où l'être humain est au centre. Et bon, malheureusement, on a encore un chemin à faire. Le chemin, non pas des révolutions, non pas des guerres, mais plutôt des chemins pacifiques. La situation est difficile pour les gens puisque tout le monde attend la fin de cette guerre. Tout le monde est fatigué, épuisé. La situation humanitaire est terrifiante. C'est un peu différent de l'Iran puisque l'oppression vient d'ailleurs en ce qui vous concerne. Donc les gens sont dans un état d'épuisement psychologique. Ils ont vu énormément les membres de leur famille étant tués, des viols, etc. Les pires des choses qu'on peut voir. Et ils essayent de survivre. Et donc pendant des moments difficiles, on peut voir qui est véritablement qui. Et on voit des exemples humains incroyables. Ça qui est beau également parce que c'est une transformation aussi intérieure pour la population, c'est-à-dire qu'il y a plus de prise de conscience et les gens attendent avec impatience la reconstruction de l'Ukraine et qu'est-ce qui va venir après. Comment réagit cette société civile? Parce que dans un pays en guerre comme ça, comment il s'organise? Est-ce qu'on peut encore maintenir une vie démocratique dans un pays en guerre? Oui, c'est très difficile, c'est-à-dire que l'Ukraine était un pays en développement, en pleine évolution, et donc avec l'arrivée de la guerre, tout a chuté, non seulement la chute économique, mais dans tous les aspects de l'être humain. Les gens en ce moment attendent ils tendent vers une communication meilleure entre les autorités locales, vers le gouvernement, etc. Donc ils cherchent des initiatives sociales, sociétales et s'inspirent beaucoup de tout ce qu'ils voient autour. En Europe, par exemple en France, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'initiatives sociales qui sont assez inspirantes. Donc c'est ce que cherchent en ce moment les Ukrainiens. En tout cas, ce sont des débats extrêmement forts et passionnants. Et dans quelques instants, on reviendra sur cette République, sur l'école et le numérique, les parcours finalement de l'élève citoyen. On va revenir aussi sur la démocratie et la justice. Est-ce que vous m'autorisez, ça va très vite, Cécile, de vous donner juste tous les pays invités le 8 juin donc pour le G500. L'Iran, on vient d'en parler, l'Ukraine, Taïwan, des artistes de Birmanie, de Tunisie, du Maroc, du Mali et du Burkina Faso. Tous ces pays où, essayer de vivre de façon démocratique est un véritable risque de tous les jours. Qui vont pouvoir dire aux Français aussi, qui se posent souvent la question si nous sommes encore en démocratie en France. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce regard-là des pays étrangers qui subissent pas le même sort. En tout cas, c'est un sujet passionnant et on vous remercie en tout cas pour vos témoignages. Merci. Très touchants et avec beaucoup d'émotions, et on se dit qu'on a quand même pas mal de chance d'être là et de la chance en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Vous restez avec nous dans quelques instants, on continue ces vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est le G500 citoyen. Je vous invite quand même à y aller le 8, 9 et 10 juin et c'est à Marseille. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On vous parle ce soir du G500 citoyen, les 8, 9 et 10 juin. C'est à Marseille avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros qui ont monté ce collectif, en tout cas ce mouvement citoyen formidable. Et on en parle aujourd'hui avec des thématiques qui ont été développées, qui seront développées plus largement, bien entendu, les 8, 9 et 10 juin à Marseille. Et on va parler d'une association qui s'appelle République, École et Numérique. C'est Melting Pot, le parcours de l'élève citoyen. Oui, surtout du débat autour de l'école et le numérique, puisqu'aujourd'hui je crois que c'est un vrai sujet qui va être proposé au sommet citoyen le 9 juin, le matin. C'est Clémence qui nous en parlera tout à l'heure avec bien sûr nos amis de Melting Pot à Marseille. Et Alexandre qui est en visio en face de nous. Bonsoir Alexandre, pasteur, fondateur de l'association Melting Pot. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
Allez-y, Stéphane. Alors, Alexandre, en 2 mots, racontez-nous. Vous êtes à Marseille, vous travaillez dans les lycées, les collèges, et vous proposez toutes sortes de jeux de rôle, d'approche de la citoyenneté pour faire comprendre comment marche le mécano institutionnel. Donc vous faites, comme on dit, un travail de terrain, et surtout vous serez présent à Marseille, bien sûr, avec de nombreux lycéens qui vont participer à nos débats. Est-ce que vous pouvez nous dire où ils en sont, les lycéens? Quel est leur degré de motivation pour venir parler avec des grands spécialistes comme Dorian ou comme Clémence? Merci pour l'invitation. Très heureux de participer au G500 et les lycéens sont aussi, ou voire plus enthousiastes que nous de participer à ces débats. Parce on comprend. Ils n'ont pas, on va dire, la chance de tout le temps pouvoir échanger, discuter et de pouvoir porter leurs paroles par eux-mêmes sur des sujets de société. Et c'est ce que nous, on a pu voir et remarquer pendant nos débats et nos simulations parlementaires et des échanges aussi avec des élus qu'on a pu organiser aussi sur Marseille. Et les jeunes ont plein d'idées dès qu'on leur donne l'opportunité, la possibilité de se poser, de débattre, d'échanger avec des arguments, des faits précis et pas juste une opinion, parce qu'on essaye de bien différencier l'opinion du fait, des faits. C'est hyper important et il y a des solutions qui sortent à chaque fin de débat. Il y a toujours des solutions qu'on est en capacité de proposer. Et ces jeunes ont des solutions qu'ils vont proposer au G500, notamment sur les questions d'orientation. Ils ont une vision, ils veulent s'exprimer là-dessus. Vous ressentez ce besoin ? Oui, exactement. Alors déjà, s'exprimer sur n'importe quel sujet, déjà oui. Alors sur l'orientation encore plus, parce que ça les touche. Ils se sentent des fois un peu désemparés avec soit le trop plein d'informations qu'ils peuvent recevoir, soit le pas assez d'informations qu'ils peuvent recevoir. Et entre les réseaux sociaux, entre ce qu'ils peuvent discuter avec leurs parents, avec leurs professeurs principaux, avec leurs proviseurs. C'est pas évident de s'y retrouver. Et des activités comme nous on peut proposer. Par exemple, on avait proposé une simulation de campagne présidentielle où là on avait au-delà de simplement de faire la campagne, donc c'est-à-dire on jouait l'élu ou la personne le candidat, on avait mis en place des journalistes, des chargés de com, des directeurs de campagne, et donc c'est des métiers qui existent et donc il y a des jeunes qui se sont pris au jeu et où le journalisme, le fait de poser des questions, d'avoir un positionnement leur plaisait beaucoup et ils sont en train de rechercher, ça crée un peu des vocations pour l'avenir. Alexandre Pastor, on a avec nous Raphaël Duchemin. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et vous allez animer cette table ronde. Ce sera le 9 juin à 8h30, enfin 9h, pardon. Parce que 8h30 c'est l'arrivée, puis après il y a le quart d'heure Toulouse. 9h-11h, absolument. 9h-11h, et donc vous allez animer cette table ronde République, école et numérique, le parcours de l'élève citoyen. Alors justement, Raphaël, vous pouvez nous dire en 2 mots comment vous sentez ce débat, et puis peut-être on va jouer le jeu, on va dire qu'est-ce que vous poseriez comme question à Clémence, qui notamment est la vice-présidente de l'association À Voter et qui milite, je suis sûr, pour le droit de vote à 16 ans par exemple. Bien sûr. Moi j'aimerais savoir en fait ce qu'elle voudrait faire changer. Quelle est la première chose ? C'est souvent une des questions qu'on pose, c'est quelle est la première chose qu'il faut changer selon vous ou selon toi, en fonction, parce qu'il y a forcément des questions de génération, il y a tout un tas de regards différents qui se posent sur la manière de faire, sur les manières de faire. Donc forcément, les jeunes générations n'ont pas la même vision que nous, que les quinquas, comme moi par exemple. Donc on a, nous, notre opinion qui s'est forgée avec le temps, et puis il y a les jeunes qui arrivent et qui sont en capacité de critiquer, dans le bon et dans le mauvais sens, évidemment, critiquer ce qui a été fait et qui amènent, évidemment, leur fougue, leur jeunesse, leur regard. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener et comment on peut améliorer les choses ensemble. Parce que l'idée, c'est ça, c'est créer la société de demain, c'est leur laisser un monde meilleur, et donc c'est les aider à construire ce monde. On va donner la parole à Clémence. Bien sûr, à Clémence. Non, vous le saurez le 8 et 9 juin. Ça, c'est du teasing. Alors, il ne faut pas me lancer, vous savez, vous me connaissez.
À voter, c'est une association qui lutte pour le progrès démocratique et le sujet sur lequel on travaille en particulier, c'est la participation électorale des jeunes. On part de ce paradoxe qui est que 75% des jeunes n'ont pas voté aux dernières élections. Alors qu'on le sait, ils sont super engagés, ils sont passionnés par le climat, ils sont dans 1000 associations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les ramener vers les institutions? Et nous, le sujet en particulier, la solution qu'on porte et dont on a parlé il y a 2 semaines à Elisabeth Borne, c'est d'essayer de changer les règles des élections et de décaler au maximum la date d'inscription sur les listes électorales. Oui, et justement, ce qui est intéressant, dans le micro. Oui, pardon. Moi, j'étais subjuguée par Clémence, captée par ce qu'elle disait, et je faisais le lien. Parlez à côté du micro. Je faisais le lien. Je regardais en même temps Dorian. Je me disais, mais en fin de compte, on peut pas forcément réformer le pays, notamment nos institutions, sans les citoyens, mais sans la jeunesse non plus. Donc, c'est un peu la question d'un de nos débats, mais qui fait sens entre la jeunesse, les questions de démocratie, justice et représentativité. Comment on peut faire pour réformer ces grandes questions-là, Dorian? C'est un débat que vous menez. Est-ce qu'on peut le faire sans les jeunes et sans les citoyens? L'enjeu, et c'est ce que Démocratie Ouverte porte beaucoup depuis une dizaine d'années, c'est comment est-ce qu'on améliore la participation citoyenne et la participation des citoyennes et des citoyens à l'ensemble des délibérations de comment est-ce qu'on crée les politiques publiques, comment est-ce qu'on imagine la société de demain, et a fortiori sur la question des institutions. Parce que Clémence le disait tout à l'heure, on a des taux d'abstention qui augmentent d'élection en élection, on rentre dans une démocratie de l'abstention, en même temps on a une défiance qui ne cesse de grandir des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des institutions. Donc il y a un malaise démocratique. Il faut des solutions, mais on peut pas imaginer que ces solutions elles soient réfléchies en chambre, comme on dit, c'est-à-dire seulement à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou par ces mêmes institutions qui sont aujourd'hui décriées ou dans lesquelles il y a une perte de confiance. Donc il faut associer largement celles et ceux qui pratiquent la démocratie au quotidien pour imaginer un renouveau démocratique ou imaginer de réconcilier les Français avec le système politique. Et donc on va parler de quoi dans cette table ronde? Eh bien on va justement parler avec l'association, parce que c'est une table ronde qui est coprésidée par Démocratie Ouverte et aussi Amour de la Justice. On va justement se poser la question de est-ce qu'on peut réformer sans les citoyens? Et on a une petite idée de la réponse. Et donc on va surtout essayer d'imaginer des solutions à comment est-ce qu'on implique les citoyens dans la construction des réformes, avec un objectif qui est aussi d'avoir des solutions clés en main à remettre au pouvoir politique. Et donc ces solutions, elles vont être réfléchies au moment de cette table ronde participative, et puis elles vont être soumises à un vote. Et il y a une petite innovation démocratique du sommet citoyen à ce moment-là, puisque chaque table ronde pourra soumettre au vote, au jugement majoritaire, des solutions proposées. Vous excluez pas les vieux, vous avez dit vous excluez pas les jeunes. Non, on pourra venir alors, Cécile. Vieux, c'est quel âge? Mais vous êtes déjà prévu au programme, je crois, Cécile. J'ai peur que vous n'ayez pas le choix. Allez, on fait une petite pause, comme ça on aura un peu plus de temps dans quelques instants. Merci beaucoup Raphaël Luchmann d'avoir été avec nous. On se retrouve à Marseille. Hein. Absolument. Vous savez, nous on ne vous lâche pas, on reste toujours là avec vous. 0826 300 300 et on reste ensemble jusqu'à 20h. On parle de ce magnifique sommet du G500 citoyen Marseille 8, 9 et 10 juin avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. À tout de suite. Les vraies voix qui font bouger la France, mais c'est aussi les associations qui font bouger la France. Et grâce au G500, chaque semaine avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, on met en lumière des associations qui s'engagent réellement, qui font le travail, un travail extraordinaire. C'est l'occasion de les mettre en lumière. Ce sera à partir du 8, 9 et 10 juin. En tout cas, c'est pendant ces 3 jours à Marseille. Il y aura des débats, forcément, Stéphane et Aurélie. Des débats sur, on le disait tout à l'heure, la démocratie versus l'autocratie, la République, l'école, le numérique, le parcours des élèves citoyens, la démocratie, justice et représentativité. Peut-on réformer sans les citoyens, s'engager à nouer sur un système de santé, donc de société? Tous ces sujets seront évoqués forcément dans ce G500 citoyen, et on en parle ce soir avec nos invités, Philippe. Avec nos invités, et on continue justement avec Clémence et avec Dorian Dreuil pour continuer sur ce débat sur la citoyenneté. Clémence Penn. Elle a le droit à un nom. Clémence Penn, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant comme point dans le débat qu'on va avoir? Est-ce qu'il y a vraiment une chose pour la citoyenneté que vous voudriez mettre en avant?
Nous, notre sujet, c'est la malinscription, c'est-à-dire tous ces jeunes, parce que ça concerne surtout des jeunes qui ne votent pas là où ils résident, et c'est un frein qui est facile. Alors pardon, ça a l'air un peu technique, mais en réalité, voilà, c'est des étudiants qui vivent sur un campus et qui sont restés inscrits chez leurs parents. Ça, en fait, ça représente 8 millions de personnes en France qui ne votent pas. Qu'on pourrait transférer, en fait. Voilà, qu'on pourrait transférer, qu'on pourrait aider à s'inscrire au bon endroit. C'est vraiment un hic pratique. Et quelque chose me dit que donc cette mesure qui peut-être redonnerait goût aux jeunes d'aller voter, puisqu'ils seraient dans l'endroit où ils vivent pour voter, Dorian, je vous passe la balle, ça permettrait de donner quel élan à la réforme des institutions? Quelle serait la première, et on est en plein dans l'actualité, puisqu'on sait qu'il y a une commission transpartisane qui est en cours de constitution, quelle serait la mesure phare pour vous pour réformer les institutions? On pourrait imaginer qu'on suive l'évolution du rapport des jeunes au vote. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre démocratie représentative, on peut pas juste dire venez voter une fois tous les 5 ans et si ça vous plaît tant mieux, et puis si vous n'avez pas participé au vote, tant pis pour vous, vous êtes hors des débats ou des débats. Et la proposition, c'est quoi alors? C'est d'imaginer des moments de respiration démocratique, c'est-à-dire qu'entre deux élections, il y ait d'autres formes de démocratie plus délibératives, plus participatives, qui viennent pas remplacer plus de référendums. On pourrait imaginer le RIC, notamment le référendum d'initiative citoyenne. On voit bien que le RIP aujourd'hui, il a beaucoup de mal à être appliqué. Il a été conçu pour pas être appliqué. C'est au moins, il n'est pas appliqué. C'est bien. Et on peut imaginer qu'il ne le sera pas dans les mois à venir. Mais le RIP était déjà une bonne étape parce qu'il a élargi la question du référendum aux parlementaires. Patrick Roger qui nous regarde, il prend des petites questions pour demain matin. Le RIC, par exemple. Mais les remontées, il reçoit Marine Le Pen demain matin. Les remontées d'informations que vous avez de cette jeunesse, elle a envie de voter quelque part ou elle est totalement désabusée vis-à-vis de cette politique? Il faut, comme Clémence le disait, déjà lui permettre techniquement d'avoir accès au vote et de lever ses freins à l'accès au bureau de vote. Et aussi, il faut lui donner d'autres modalités d'engagement que le vote. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire aux jeunes de venir voter pour voter. Il faut d'abord montrer qu'il y a un concret, qu'il y a du pouvoir dans le vote. Moi, j'aime toujours citer une série que vous connaissez sûrement qui s'appelle Game of Thrones, où il y a un personnage qui s'appelle Tyrion Lannister qui dit le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent. Donc il faut aussi remontrer à toute une génération que le pouvoir réside dans le vote. Alors, le pouvoir réside aussi, pour avoir le pouvoir et pour voter, il faut avoir une bonne santé de préférence, non? Et puis c'est une des principales préoccupations des Français. Et le pouvoir, c'est le temps qui passe aussi, malheureusement. Voilà. Dorian, Clémence, justement, on se retrouve à Marseille. On reçoit notamment Thomas Brosset qui est en visio avec nous du collectif Santé en danger, qui va mener ce débat, qui va être la grande concertation du G500. Et pour cause, manque de médecins, sous-effectifs, manque de moyens, crise à l'hôpital, désertification médicale. Et donc ce débat s'engager pour un nouveau système de santé, donc de société. Thomas va nous en dire quelques mots. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités. On est vraiment très très content au niveau du collectif Santé en danger d'être co-organisateur du G500 citoyen. Et c'est vrai que la santé est une préoccupation de beaucoup de nos concitoyens. Alors c'est un peu normal que ça soit une grande concertation. En plus, il y aura des vraies pointures à nos côtés pour parler financement de tout ce qui peut en découler, puisque on a réfléchi à pas mal d'options depuis plus de 3 ans maintenant. Et il y a beaucoup de sujets qui se catapultent en fait, enfin qui se entre oui, mais qui se percutent, les déserts médicaux, les crises de vocation. En fait le sujet est multiple. Il est multiple, mais il faut prendre ça comme un tout. C'est ce qu'on appelle la refondation du système de santé. C'est ce que l'on souhaite, et c'est ce lobbying tout azimut qu'on met en place depuis longtemps, depuis 3 ans maintenant d'existence, avec des tentatives d'amendement de projets de loi, des rapports sénatoriaux. Demain, il y a une communication auprès de la cellule santé de l'Élysée. Mais tout ça, c'est juste pour nous une façon de faire passer un message qui est de dire c'est au niveau du territoire que ça va se faire. Et c'est ce qu'on a entendu pendant toute cette soirée, et c'est probablement aussi l'âme du G500 citoyen. La force du terrain. Et parmi les experts, les pointures, comme vous l'avez dit qu'il va y avoir, il y aura Frédéric Bizard qui est économiste. Frédéric Bizard, bonsoir. Bonsoir.
On a souvent dit qu'aujourd'hui, la santé, c'était devenu une problématique de tableau Excel. L'économiste que vous êtes est-il d'accord avec cette théorie ? Oui, en tout cas, on a essayé de régler les problèmes, notamment avec les ordonnances Juppé en 1996, en y mettant plus d'État et plus de régulation comptable. Et ce qui n'est pas très surprenant, c'est que ça a plutôt conduit à une aggravation de la crise qui n'est pas née de ces ordonnances, qui est née d'une transformation profonde de l'environnement. Parce que si notre système, il y a un grand paradoxe, que notre système est vraiment dans une crise très profonde, mais tout en ayant parmi les meilleurs professionnels au monde en France, tout en ayant énormément de moyens financiers et énormément de moyens technologiques. Vous voyez ? Donc on a les ressources, mais on a un système qui est complètement désorganisé parce qu'il n'est pas du tout adapté à son environnement démographique qui est vieillissant, épidémiologique qui est dominé par les pathologies chroniques et non plus les pathologies aiguës, et technologique avec des révolutions qui transforment la prise en charge des patients. Stéphane Pellet. Alors justement, Frédéric Bizard, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir le collectif Santé en danger, Thomas Brosset en tête, mais bien sûr aussi Arnaud Chiche, etc., qui vont proposer des solutions. Et nous, ce qu'on va vous demander, Frédéric, et puis avec aussi un inspecteur général spécialiste des hôpitaux, Amine Amar, et puis Chantal Birman aussi, une grande engagée féministe et sage-femme, on va vous demander de critiquer ces solutions. Parce que nous, on a une formule simple, la santé n'a pas de prix, comme disait ma grand-mère, mais elle a un coût. Comment on fait pour répartir ce coût, d'après vous ? Alors, elle a un coût. On dépense à peu près 11,3% de notre PIB, c'est-à-dire à peu près 300 milliards d'euros par an. On est parmi les plus dépensiers au monde. Je mets les États-Unis de côté, qui, avec leur financement largement privé, en fait, dépassent très largement tous les autres pays. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la dépense, nous l'avons déjà. Ce qui pose problème, c'est l'allocation de ces ressources-là et la gestion de ces ressources, qu'on appelle l'efficacité allocative et l'efficacité productive. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup à l'hôpital, qui est devenu en fait non plus le centre de gravité du système, qui est plutôt ce qu'on appelle la santé publique, c'est-à-dire la prévention, la protection des populations par rapport aux risques sanitaires de pandémie, etc. C'est ça qui devient le bloc central, en fait. Et on investit très peu sur ce qui est le principal pour protéger les populations. Et donc, on investit au moment où c'est quasiment trop tard, c'est-à-dire lorsque la pathologie est très largement développée, là où ça coûte le plus cher. Donc, on est dans une espèce de spirale que l'on ne contrôle plus, avec une population vieillissante et plutôt en mauvaise santé, c'est-à-dire qu'un vieillissement en mauvaise santé, et avec des coûts de prise en charge qui explosent. Donc il faut sortir de cette spirale. Cette spirale, justement, vous allez toutes nous la décrire à Marseille, parce qu'on aimerait donner le mot de la fin, Aurélie, qui nous explique un petit peu qui y aura autour de la table, qui va intervenir lors de cette conférence et qu'est-ce qu'il a envie qu'il se passe. La jeunesse va-t-elle être présente? Les facultés de médecine, peut-être un appel à faire? De toute façon, on a déjà dit qu'on invitait tout le monde, donc il y aura pas de cloisonnement. S'il y a de la jeunesse, tant mieux. Et on aimerait bien qu'il y ait des jeunes dans les secteurs de la santé, que ce métier devienne attractif à nouveau. On a effectivement des propositions, et donc il y a une première partie où l'on débat beaucoup des solutions locales, de territoire, et effectivement, donc vous avez déjà dit la deuxième partie où on va mettre en regard le financement, les possibilités, la réalité de ce qui va se faire. Au niveau des personnes, on a vu des différents profils. On a un directeur d'hôpital et philosophe, on a un spécialiste de la santé environnementale, parce que ça, on sait que aujourd'hui, une santé, si on commence pas au départ sur la prévention et que derrière on monte avec une qualité de vie, une qualité de l'air, des bâtiments, etc. Vous savez tout ça, et forcément on a besoin de gens compétents. Donc il y a Olivier Thomas qui sera là pour ça également. Très bon on sera sur place. Merci beaucoup Thomas Brosset d'avoir été avec nous, collectif Santé en danger. Merci beaucoup Frédéric Bizard, économiste, et on aura l'occasion de vous écouter beaucoup plus largement. Et juste un petit mot aussi sur l'égalité, handicap, fin, c'est que humanité. nous allons avoir d'autres débats sur l'égalité, le handicap, l'humanité. Y a-t-il
il y a plus de temps à perdre. Donc on va parler de ces questions-là qui représentent de la discrimination. Oui, de la discrimination. On aura la table des négociations, citoyens versus élus. C'est qui le patron? Sous forme radio, avec, je ne sais pas si vous connaissez, l'excellentissime Cécile de Minibus et Philippe David. Non, je sais pas. De qui vous voulez parler. Et j'aimerais quand même rappeler nos fondateurs. Alors si je cite tout le monde, ça va être compliqué, il faut pas en oublier, mais au moins les fondateurs, Démocratie ouverte qui est présente autour de la table, Handicap République et Société, le collectif 100 ans en danger, I2M, Innovons pour Marseille Métropole, Electis, Les Papillons de Jour, Amour de Justice et La France Vraiment, mais bon... Vraiment. Voilà, c'est vraiment nous. Et je vous incite, je vous rappelle, vous pouvez voter sur sudradio.fr pour le trophée Sud Radio, l'initiative citoyenne. 4 associations aujourd'hui sont en lice et on espère pouvoir, bien entendu, en sortir un du chapeau grâce à vous et grâce à vos votes. On vous remercie. Merci beaucoup au G500. Merci beaucoup. Je rappelle G500 citoyens 8, 9, 10 juin à Marseille. On vous retrouve lundi prochain. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, merci 1000 fois à toutes les personnes qui sont venues ce soir et merci encore et bravo pour votre engagement et de nous bousculer un petit peu dans notre quotidien. Ça nous fait du bien. Philippe David, on se rejoint demain à 17h. Pour les vraies voix. Tout de suite, le Loft Music. Yvan Cujus reçoit Marina Kaye, mais avant, on parle de votre argent, conseil de famille. Merci à notre équipe Sud Radio qu'on embrasse et qu'on aime très fort. Allez, salut, à demain.